Voilà, c'est bien. Donc, on va parler des cris incessants du nourrisson. Comme vous le savez, c'est un motif qui est très fréquent de consultation. Il faut savoir que les pleurs et les cris sont des manifestations cliniques qui sont fréquentes. Bah, ils sont là, c'est le premier moyen de communication lors des premiers mois de vie. Donc, c'est normal que ça crie, c'est normal que ça pleure. On estime à peu près que 14 à 30% la prévalence des cris chez les moins de 3 mois. Alors, 20% des parents vont venir vous voir pour des cris ou des pleurs incessants. Alors, ils signalent ce phénomène, on va dire, comme étant un problème. Et sur ces 20%, eh bien, il y a 5% qui vont avoir une cause organique, qui va être potentiellement grave, voire mortelle. Alors, l'enjeu quand on est en urgence, parce que moi je vous parle d'un point de vue service des urgences, quand on voit arriver ces enfants-là, ces petits nourrissons plutôt, l'enjeu c'est d'identifier ces 5% d'étiologie organique et ne pas surmédicaliser les 95% d'étiologie bénigne. Et puis le piège serait aussi de sous-estimer le niveau de détresse parentale. Parce que souvent, quand on voit débarquer ses parents au beau milieu de la nuit pour un bébé tout à fait floride qui crée, qui braille, franchement, au milieu de toutes les autres urgences, nous aussi, on a envie de crier. Voilà. Alors, le cri, quand on dit cri incessant, c'est-à-dire que c'est pas normal. Alors, quel est le normal de l'anormal? Il faut dire que le cri, c'est le premier moyen de communication d'un tout petit. C'est même ce qui va lui permettre de respirer et de démarrer dans la vie. Alors, c'est un moyen de communication en attendant d'avoir les autres moyens. Donc, c'est le premier mode de communication pour exprimer des besoins. Il a faim, il veut manger, il veut un câlin, il veut changer la couche, il est fatigué, il a besoin de dormir. Et il y en a même qui poussent le bouchon très loin pour dire, par exemple, une maman qui est super expérimentée ou bien des médecins super doués, ils arrivent même à décoder les cris. Hein, le ouin, hein, donc ça, il paraît que voilà, que ça existe. Donc, voilà. Alors, on distingue en fait différents types de pleurs. Il y a les pleurs qui sont normaux, on va dire physiologiques. Donc, c'est pour exprimer les besoins. Parfois, c'est juste pour vous faire, voilà, ils pleurent pour que vous dormiez pas. Et puis, il y a les pleurs dysfonctionnels, adaptatifs, auxquels on va donc accrocher, et si vous voulez y mettre tout ce qui est colique du nourrisson, ben, qui sont en fait une variable de la normale. Donc voilà. Et puis on a les fameux pleurs organiques pathologiques à côté desquels il ne faut pas passer. Alors quand on parle de cri normal, de cri anormal, c'est quoi la norme? Alors, il y a eu des études qui ont été faites, toutes simples. On a pris les bébés, on les a enregistrés, comment ils crient sur toute la journée, tout simplement. Eh bien, il y a eu une méta-analyse qui a porté sur 24 études et qui avait démontré que crier est aussi différent en fonction des pays. Alors, ça crie moins au Japon, vous me direz, c'est normal. Ça crie plus dans les Pays-Bas. Alors, en Afrique, je ne sais pas où ça crie le plus, au Sénégal ou au Maroc, je ne sais pas. Alors, par contre, il y a aussi une différence aussi de cri en fonction des semaines. Donc, ça crie, en général, ça commence à crier d'une façon, on va dire, excessive. Les cris, c'est surtout la 6e semaine. Ça commence à la 2e semaine, pardon. Ça atteint son acmé vers la 6e semaine. Et puis, on a un déclin vers la 8e, entre 8 et 12 semaines, on a un déclin. Et donc, voilà, donc ça diffère des pays. Donc là, c'est sûrement qu'il y a des facteurs environnementaux, culturels, psychologiques, affectifs qui interviennent. Et puis, donc, ça diffère aussi d'un bébé à un autre. Donc, pleurer, c'est un marqueur, en fait, de maturation neurologique qui est normal et non pas nécessairement l'expression d'une douleur. Parce que le fait de souvent associer ces cris aux coliques nous font souvent un peu planer vers tout ce qui est problème digestif. Alors, cri normal, anormal, pendant longtemps pour déterminer le normal et l'anormal, on a utilisé la fameuse
courbe de pleurs de Brazelton, vous voyez que ça date quand même de très longtemps. Donc la fameuse courbe dont on a vu tout à l'heure, donc l'évolution normale, et puis les critères de Wessel qui ont été aussi déterminés pour définir ce que c'est qu'une colique. Donc c'est la règle des 3. Donc ça crie, ça pleure plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine et plus de 3 semaines consécutives. Alors vous voyez en bas, si on s'amuse donc juste à faire ces deux, il faut dire que ça devient obsolète, même si on a modifié les critères de Wessel, mais chaque bébé a sa propre, on va dire, sa propre courbe. Donc, une chose importante, c'est qu'il faut savoir démonter ce mythe de la colique, comme j'ai dit, parce que ça nous envoie le piège, c'est que ça nous envoie vers tout ce qui est digestif. Et quand on dit aux parents aux coliques, donc c'est douleurs abdominales. Donc, c'est vrai que ça a été modifié selon les nouvelles critères de Rome 4. Donc, on pense à un phénomène qui est multifactoriel. Donc, variation de la normale chez un nourrisson qui est en parfaite santé avec une croissance qui est normale. Et il faut toujours garder en tête que lorsque ces bébés arrivent aux urgences, la colique doit être un diagnostic d'exclusion. Donc, quand est-ce qu'on va explorer? Eh bien, si on suit cette fameuse courbe, on va dire, de normalité, donc au-delà de 16 semaines de 4 mois, si ça crie sans arrêt, eh bien, on est dans une zone d'investigation qui s'impose. Et puis, il ne faut pas oublier que même dans cette zone de normalité, si l'enfant n'a pas une bonne croissance, s'il y a un point d'appel, eh bien, là aussi, il faut investiguer. Alors, comment on va investiguer ces bébés qui viennent? Eh bien, tout simplement, il faut toujours commencer par trier, surtout quand on est aux urgences. On va voir est-ce que c'est un bébé d'aspect normal ou anormal. On commence toujours, il est well, unwell. Et puis, l'interrogatoire et l'examen clinique. Et souvent, l'interrogatoire et l'examen clinique, dans 85% des situations, on arrive à obtenir une réponse. Exceptionnellement, dans 3%, on va avoir recours à un bilan. Alors, pour distinguer le normal du pathologique, donc voilà, il est essentiel aussi de prendre en considération le comportement global de l'enfant, la durée des épisodes, et donc on va voir tout ce qu'on va voir, donc les données de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Alors, comme je vous ai dit, la première étape, c'est observer. Observer ce petit, comment il est. Est-ce qu'il a un aspect normal ou pas? Et aussi voir son interaction avec les parents. Est-ce qu'on arrive à le consoler ou pas? Alors, l'interrogatoire, eh bien, il va toujours s'acquérir de l'alimentation de cet enfant, alimenté au sein, au biberon, la croissance, donc un bon développement staturopondéral est un bon signe. Est-ce qu'il a été vacciné, son transit, le déroulement de la grossesse, la période périnatale, l'historique des cris. Il faut voir, est-ce que c'est un début aigu, est-ce que c'est un début récent, est-ce qu'il a l'habitude de crier? Donc, cette relation temporale, est-ce qu'il y a des signes associés? Parfois, il ne faut pas hésiter de séparer l'enfant du parent, parce qu'on a aussi les parents qui vont être limite dans une situation de pleurs aussi. Donc, il faut voir l'interaction, mais parfois isoler les deux pour pouvoir interroger les parents. Et puis, l'examen clinique s'impose et il doit être fait de la tête aux pieds. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Déjà, cet interrogatoire, il va nous dire est-ce que le pleur, il est anormal parce que ça pleure n'importe quand et d'apparition brutale. Au moment des pleurs, l'enfant n'est pas normal, donc il est pâle, il est cyanosé, il peut avoir des signes de vomissement, des mouvements anormaux, donc il est inconsolable, on n'arrive pas à le calmer. Et puis, on a aussi des signes qui peuvent nous orienter. La présence de selles sanglantes, ça va nous orienter vers une fissure, une intolérance aux protéines de lait de vache, un diverticule, une invagination, la constipation vers une éventuelle maladie de Hirschsprung, des vomissements bilieux ou ballonnement, donc à une occlusion, une mère qui allaite mais qui a des antécédents de toxicomanie, un syndrome de sevrage. Parfois aussi, il faut s'enquérir de l'épuisement parental parce que ça crie tellement que ça peut entraîner une dépression, voire des problèmes dans l'alimentation, un sevrage précoce. Et puis, l'examen clinique, il faut dire qu'il va avoir une double fonction. Alors, il va avoir comme objectif médical d'éliminer les pathologies aiguës, les 5% qu'on dit qui sont organiques. Et puis, l'autre objectif de l'examen clinique, c'est de valider en fait l'angoisse parentale. Parce que quand ils viennent vous voir, après un mois de cris, ces parents sont tellement angoissés
qu'il faut qu'on les prenne en sérieux. Et donc, le fait de leur montrer l'exemple et de leur dire, voilà, je vais l'examiner, interroger, examiner de la tête aux pieds devant eux, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à leurs petits, et voilà, on cherche, on leur prouve qu'en cherchant, on n'a rien trouvé. Donc, ça peut éventuellement les calmer. Alors, l'examen se doit d'être systématique, comme on a dit, de la tête aux pieds, parce qu'il faut voir. Donc, c'est le neurologique, ça peut être le neurologique, donc une fièvre, des signes neurologiques, l'hypotonie peut nous orienter vers une méningite, un hématome sous-dural. Les yeux, on en a parlé tout à l'heure avec Dr Chana, les larmes doivent vous inquiéter chez un tout petit, parce que quand on est tout petit, à l'âge de 1 mois, ça pleure pas, il n'y a pas de larmes. Donc, quelqu'un qui avec des chauds de larmes, c'est anormal, ça doit nous faire évoquer un glaucome, ou bien une atteinte, parfois il y a des corps étrangers aussi au niveau de la cornée chez les tout petits, et il faut savoir les rechercher. Donc, on va examiner appareil par appareil, et le but surtout, c'est d'essayer de trouver une explication à ces cris qui sont incessants. Et en fait, il faut aussi, parfois à l'examen, il faut déterminer ces drapeaux rouges, parce que ces drapeaux rouges, ces fameux red flags qu'on cherche aux urgences, c'est surtout pour orienter les examens cliniques et pour valider surtout cette détresse des parents et c'est leur inquiétude. Donc, tout pleur extrême, prolongé, aigu, anormal doit être pris en considération. Des pleurs qui durent au-delà de l'âge de 4 mois, donc au-delà du pic physiologique, il faut donc s'y intéresser. L'absence de rythme diurne, nocturne, est un signe qui doit nous alarmer. La présence de signes digestifs, la cassure d'une courbe de croissance, les anomalies des paramètres vitaux, les antécédents aussi de prise de médicaments par la mère, donc tout ça, ce sont des signes qui doivent vous alerter. Et puis, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on a tendance à banaliser, à dire que c'est une simple colique. Et donc, l'erreur, c'est qu'un début soudain inhabituel n'est jamais une colique. Donc ça, il faut le garder en tête. L'oubli classique qu'on peut faire, c'est de ne pas dénuder un enfant parce que quand ils arrivent, souvent ces enfants-là, les cris, ils atteignent leur maximum entre 15h et 23h. Et l'assaut du service des urgences, il se fait en principe entre 23h et 6h du matin. Et donc, l'oubli souvent quand on sait que vraiment, d'après la tête du gosse qui est floride, qui est beau et tout ce que vous voulez, c'est que c'est des coliques, eh bien, on va oublier de dénuder, d'examiner et donc de passer à côté d'un syndrome du tourniquet, donc le cheveu qui est autour d'un orteil, autour du pénis, on peut passer à côté de fractures et donc ça, c'est important donc d'examiner un enfant, un petit qui est dénudé. Alors, il y a le faux positif aussi, le reflux. On voit beaucoup d'enfants qui crient. Cris incessants ne veut pas dire reflux gastro-œsophagien. Surtout si c'est un petit qui a une bonne croissance pondérale, qui a un examen clinique normal. Donc, et on voit une multitude de prescriptions d'IPP chez ce petit-là. Alors là aussi, je rappelle que l'IPP, elle va être d'accord, il n'y a pas de prescription d'IPP sans preuve et sans endoscopie. Et puis, toujours le signe ignoré, c'est la présence de véritables larmes chez les nourrissons de moins de 4 mois, de quelques semaines, donc qui est un signe de douleur sévère ou d'un glaucome qui doivent nous alerter. Donc, toujours, notre première hantise quand on est aux urgences, c'est de ne pas passer à côté d'une pathologie organique, ne pas donner cette étiquette de colique facilement devant des pleurs incessants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Si l'examen clinique est normal, alors dans la majorité des cas, aucun examen nécessaire. Souvent, on est devant une simple colique du nourrisson. Sauf si on a des points d'appel ou des pleurs qui sont inexpliqués, alors là, on peut, s'il y a un examen peut-être à demander, et ça c'est parmi les erreurs aussi, l'absence de fièvre ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infection. Et sur l'étude de Friedman qui a été faite en 2009, qui avait porté sur la plus grande cohorte de cris incessants chez les nourrissons, eh bien, ils avaient établi que dans 25% des cas, chez des enfants qui avaient un examen clinique strictement normal, eh bien 25% avaient une infection urinaire. Donc, il ne faut pas hésiter à faire chez les... Quand vous trouvez que ça crie d'une façon anormale, donc une bandelette urinaire peut nous orienter. Donc, une simple bandelette urinaire. Alors, sinon, le reste du bilan ne doit être demandé que si on a des points d'appel. Alors, il y a aussi le fameux acronyme qui vous permet de vous rappeler. Donc, ça crie, tout simplement, it cries. It cries, I pour infection, T pour traumatisme, C pour origine, pour problème cardiaque, R pour reflux, réaction allergique. Le I, c'est pour les immunisations, donc fièvre post-vaccination ou infection.
Le S, c'est pour tout ce qui est chirurgical, strangulation, donc le fameux cheveu étrangleur. Et puis, il faut toujours faire attention aux angles morts. Et les angles morts, c'est qu'on a souvent tendance à oublier le traumatisme et oublier tout ce qui est neurologique. Donc ça, c'est très fréquent. Et puis attention, comme je l'ai dit, la fièvre, l'absence de fièvre ne veut pas dire absence d'infection. Et puis l'autre urgence à côté de laquelle il ne faut pas passer, c'est l'urgence psychosociale. C'est le parent qui devient le patient et non le petit lui-même qui crie. Parce que ça va entraîner une sorte de vulnérabilité. Donc on a une vulnérabilité chez le nourrisson, on a un épuisement maternel, voire même une dépression, et on a un risque de maltraitance chez ces bébés-là. Donc, il faut savoir que le syndrome du bébé secoué, ça commence souvent par un parent qui est normal, mais qui est poussé à bout par ces cris incessants. Et justement, l'étude de Friedman avait démontré que 6% des parents avaient avoué qu'ils avaient un geste déplacé et des mouvements un peu, on va dire, brusques envers les nourrissons devant ces cris incessants. Donc, parfois, même quand on ne trouve pas, il faut savoir prendre cette détresse des parents au sérieux. Alors, au total, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, toujours un nourrisson quand il vient donc aux urgences, donc ce qu'il faut faire, c'est toujours, on commence par le fameux triangle d'évaluation. Donc, le quick look, jeter juste un coup d'œil alors qu'il est en train d'attendre. Est-ce que c'est un nourrisson d'aspect normal ou anormal? Donc, ça se voit déjà sur son visage. Procéder à un examen clinique complet, interrogatoire, examen physique, gardez en tête le fameux acronyme ITCRISE, donc ça vous permet de vous orienter et de faire votre checking. Cherchez les red flags, la présence de fièvre, d'anomalies cliniques ou de cris atypiques doivent nous pousser à rechercher une étiologie organique et pour cela, le bilan, il doit être ciblé et en général, ce sont des enfants par la suite qu'on va hospitaliser. Sinon, si l'examen est strictement normal, que le bébé se porte bien, l'aspect il est normal entre les cris, qu'il a une bonne croissance pondérale, il prend du poids, et bien là, moins de 3 mois, éventuellement, on pourra faire une bandelette urinaire. Sinon, c'est fort probablement une étiologie fonctionnelle probable, c'est fort probablement des fameuses coliques du nourrisson. Et là, donc, c'est souvent un retour à domicile. Et puis, actuellement, on insiste beaucoup sur cette prise en charge holistique de ces bébés-là avec leurs parents.